voir malheureusement des jeunes qui sont pris sous la coupe de dealers. Oui, je connais très très bien la cité éducative, parce qu'effectivement à Épinay-sous-Sénard on a monté une cité éducative donc qui est labellisée. Alors comment ça fonctionne? Ça fonctionne? Juste d'abord, si vous le permettez, déjà nous ça fait, alors je parle de nous les maires et les élus des collectivités locales, ça fait des lunes qu'on attend qu'on parle de ce qui se passe dans les quartiers. On attend la parole présidentielle. Parole présidentielle qui, on le sait maintenant, préfigure un certain nombre de décisions qui vont être annoncées dans le cadre du CIV qui se tiendra vendredi matin. Voilà. Bon. Au moment où on se parle, nous verrons. On verra, parce qu'au moment où on se parle, à l'exception de ce qui a été annoncé d'une part sur les collèges 8h-18h et d'autre part sur la question des amendes forfaitaires hier matin, mais ça je ne sais pas si on en dira un mot, mais bon, en tout cas, on en dira un mot rapidement. Toujours est-il, c'est qu'on attend encore la vision globale du président de la République sur quartier 2030. Et que ça fait des lunes qu'on l'attend. Donc, je vais commencer par me réjouir, pour être tout à fait honnête, de la prise de parole attendue du président de la République pour savoir quelle sera la vision pour les quartiers à l'horizon 2030. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, rapport Borloo, effectivement, un travail de dingue des élus locaux, des associations, de Jean-Louis Borloo, un travail de malade, travail de dingue. Vous savez ce qui s'est passé, le président de la République il date de quand ce rapport Borloo? Alors j'ai plus 17 ou 18. 18. Les collègues me corrigeront. Mais toujours est-il, c'est que tout le monde a bossé dessus. Jusqu'au soir même, jusqu'à la veille au soir, c'était parti, c'était bon, ça y est, on allait enfin décoller. Le matin, le président de la République prend la parole et dit on arrête. Il n'y aura pas de rapport Borloo, à l'exception de la question des cités éducatives. Donc déjà, douche froide énorme de la part des élus, des associations qui ont bossé avec Jean-Louis Borloo pendant des semaines et des semaines sur un rapport, et ce qui a fait pire que pchit. C'est-à-dire que le volet déceptif a été énorme, et que de temps perdu, là aujourd'hui en 2023, si on avait enquillé sur le plan Borloo en 17 ou en 18, on ne serait peut-être pas là aujourd'hui. Le seul point, un des seuls points positifs qui a été retiré, c'est la question des cités éducatives, qui a été, je le rappelle... Mais comment ça fonctionne? Alors, ça a été créé à Grigny. Oui. Pourquoi déjà c'est une bonne idée? Alors déjà, parce que c'est chez l'ami Philippe Rio, mais au-delà de ça, c'est parce que ça vient du territoire. Donc, mais en fait, alors concrètement, dites-nous, voilà, expliquez-nous. Éducation nationale, ville, État, qui travaillent ensemble. Bon, déjà, il faut les mettre tous les trois dans la même salle, bon appétit. Travaillent ensemble pour pousser des projets. Donc derrière, il y a de l'argent. Évidemment. Pousser des projets pour permettre aux équipes éducatives, aux associations, à toutes les parties prenantes, de travailler ensemble vers un même objectif. Et sur Épinay-sous-Sénard, on est sur notre deuxième année de cité éducative, et les projets sont aussi vastes que des questions de handicap, des questions de connaissances, des connaissances des histoires de sortie, d'ouverture vers le monde. Ça concerne combien d'habitants à Épinay-sous-Sénard? Ça concerne l'ensemble des six écoles de la ville. Ah, toutes les écoles de la ville sont parties prenantes. Et le cœur du réacteur, c'est le collège. D'accord. Et donc, inévitablement, le lycée aussi, par effet, oui, bien sûr. On profite là, par exemple. Est-ce que c'est efficace? Est-ce que c'est efficace pour éviter, par exemple, le décrochage? Alors, un exemple très concret, on emmène des gamins au lycée Stanislas, un samedi sur deux, pour que justement ils puissent, le lycée Stanislas, qui a une belle classe prépa vers des études scientifiques, on les emmène, donc on les sort d'Épinay-sous-Sénard, on les amène à Paris, c'est les profs, c'est deux profs qui s'occupent de ça, que je salue parce qu'ils font un boulot énorme, qui les amènent à Paris. Et à Paris, donc les gamins sont avec des profs et avec des élèves de Stanislas. Ça leur permet d'ouvrir le champ des possibles, etc. Mais ça, c'est multiplié par une dizaine d'actions qui sont portées. Donc tout commence pour vous, enfin tout commence, pas tout, mais beaucoup avec l'éducation. Avec l'éducation et sur le terrain. Parce qu'en fait, sur le terrain, si ça vient de là-haut avec un dispositif mis en place, ça ne marchera pas. Là, ce qui fonctionne dans le cadre des cités éducatives, c'est précisément parce qu'elles viennent des territoires, que ça a été inventé dans une commune et que ça a été démultiplié dans plein de communes. Nadir Kaya. Vous disiez, les élus de gauche et de droite, sur le terrain, je parle à la base, arrivent à travailler ensemble, ce qu'ils n'arrivent pas à faire à l'Assemblée nationale, par exemple. Enfin, mais évidemment, sur le terrain, de toute façon, on a une obligation de résultat et de moyens de fait par nature. On est au plus près du besoin des habitants. Et moi, je travaille avec... je participe d'une agglomération qui s'appelle le Val d'Isère-Val de Seine. Je siège avec des élus
de droite, très majoritairement. Oui. Parfois, on n'est pas d'accord, c'est pas grave. Bien sûr, c'est normal. On travaille, mais à la fin des fins, on fait en sorte que on avance pour les habitants. Et c'est comme ça que un compromis, sans compromission, c'est bien la différence. Et cette culture du compromis, j'avance en même temps, en essayant de comprendre aussi l'autre en face, pour comprendre pourquoi il n'est pas d'accord et l'emmener. L'intérêt général. C'est normal d'avoir des convictions, c'est normal d'avoir un avis. Et c'est très bien que dans ce pays, il faut qu'il y ait une droite et il faut qu'il y ait une gauche. Enfin, c'est important. Si d'un coup il n'y a plus de droite, plus de gauche, il n'y a plus de démocratie. Oui. Donc c'est important qu'il y ait une droite, c'est important qu'il y ait une gauche. Et à un moment, sur le travail, là, au quotidien, pour les habitantes et les habitants des quartiers, notamment puisqu'on parle d'eux aujourd'hui, on a cette obligation de travailler ensemble. Et c'est tout le travail des élus de manière culturelle. Ça a bien changé, hein. Parce que la place des agglomérations aujourd'hui n'est pas le même. Donc forcément, dans le rapport de force du pouvoir, vous êtes obligé, et c'est tant mieux, de travailler. On parlait d'insécurité globale. Et ça, c'est intéressant de le prendre de ce point de vue-là. La question du logement, la question de l'aménagement du territoire, la question de l'éducation. Évidemment, demain, vous pourriez mettre 52 policières et policiers au mètre carré, que ça changerait rien fondamentalement à l'affaire. Que derrière, vous avez une problématique de justice. Parce que derrière, lorsque vous avez quelqu'un qui est à un point de deal et qui se fait, pardonnez-moi l'expression, soulever, mais que dans la seconde, il est remplacé et que la tête du réseau a déjà sur le dos des enquêtes, on sait qu'il va être jugé, mais qu'il a été attrapé en 2017, en 2023, il ne s'est absolument rien passé. Il n'a toujours pas été jugé. Il n'a pas été jugé. Pour les habitants des quartiers, c'est juste, et puis pour les élus, pour tout le monde, c'est parfaitement incompréhensible. Et donc, il y a un certain nombre de choses à remettre à leur juste place. Et déjà, on va commencer par là, c'est si chacun pouvait faire leur métier et les fonctions, vous le disiez tout à l'heure, un policier, il n'est pas là pour récolter le timbre-amende. Demain, il va faire quoi? Il va vendre la baguette. Justement, on les attend dans le ZIG, on va pas les retrouver dans le ZAG. Ce qu'il faut arriver à avoir en tête, c'est que aussi dans les quartiers, il y a énormément de choses positives qui se passent. Et la valorisation de ces choses positives, évidemment, ça fait assez peu des actualités. Pourtant, vous le disiez, il y a des associations qui travaillent très bien dans les quartiers. Il y a des services, je veux dire, derrière, on parle de l'État. Mais ça veut dire que tout ne va pas si mal que ça. Mais c'est pas que tout va pas si mal que ça. Alors, ce qui se passe après confinement, on a une situation dans les quartiers, en tout cas de paupérisation, qui est très claire. Il y a un nombre d'habitants qui ont perdu un pouvoir d'achat considérable. Vous avez pas au niveau de temps des loyers, mais par rapport aux charges qui ont explosé. Je vous parle juste des copropriétés dégradées. Donc des copropriétés, donc c'est pas des H&M, c'est des copropriétés qui voient le nombre d'impayés au niveau des charges exploser. Donc vous avez une situation extrêmement gravissime dans les quartiers. Mais vraiment, on essaye, nous, depuis des lunes, je fais partie de l'association Ville et Banlieue, on essaye de pousser pour justement qu'il y ait une prise de conscience, des prises de position fortes avec des moyens en face, parce que dans les banlieues, comme dans beaucoup d'autres endroits, ça va mal, ça va très mal. Mais il faut quand même, aussi dans le même temps, valoriser ce qui se fait de positif, parce que c'est l'image même des quartiers, l'image qui est rendue aux habitants dans des quartiers dans lesquels ils vivent, et pas forcément très positive, alors même qu'eux-mêmes portent des choses très, très positives. Et il est 11. Vous sentez, il y a une montée du trafic de stupéfiants ou pas? Vous êtes confronté à ça? Oui, bien sûr. Évidemment, comme partout ailleurs. Partout ailleurs, on est confronté à des points de deal qui sont, je le disais tout à l'heure, qui sont démantelés, mais dans la zone qui se reconstituent aussi rapidement. Donc non, on est confronté au point de deal, mais si on tire la ficelle comme vous faisiez tout à l'heure, c'est-à-dire on va jusqu'au bout, c'est-à-dire qu'on voit des gamins qui sont décrocheurs, donc d'où ça vient, c'est ces questions-là qu'il faut qu'on arrive à poser, et la réponse peut être que globale. Donc je vais mettre le paquet, soutenir la police nationale, que je salue leur boulot en lien avec les polices municipales, parce que en fait, ce qu'on se dit pas non plus, c'est que dans le même temps, le nombre de policiers municipaux dans les communes augmente, parce que il faut aussi une réponse. Vous avez combien de policiers? 12 000 habitants. 12 000 habitants. On a 11 policiers municipaux. 11 policiers municipaux. Parce qu'on a mutualisé avec la ville d'à côté. Donc ça fait 11 policiers municipaux pour peu ou prou 18, 20 000 habitants. D'accord. Avec pas exactement les mêmes problématiques. Il y a une chose très importante. J'emploie quelqu'un du quartier, j'ai des avantages fiscaux, ça pourrait être aller jusque-là. C'est déjà le cas. C'est déjà le cas, ça existe, ces aides-là. Vous avez des zones franches qui existent. Les zones franches, l'entrepreneuriat, ça a une place déjà dans les quartiers. Le nombre d'auto-entrepreneurs
Voilà, j'ai pas de chiffre en tête. Parce et que puis c'est là qu'on entreprend le plus en France. Il y a des stats qui démontrent que dans les quartiers populaires, paradoxalement, par rapport aux situations violentes, et l'injustice et tout ce qu'on dit en termes social, c'est là qu'on entreprend le plus. Donc, vous le voyez aussi avec l'ubérisation du système, tous ces jeunes qui font taxi, qui sont à leur propre compte. Donc, et puis on n'a pas attendu, ça a toujours été. Gauche. Oui, mais Nadia, vous avez une partie de la gauche qui dit non, surtout pas. Ça, ce sont de mauvais emplois, des emplois précaires, ce qui est... Non, mais en fait, bien sûr, mais on ne peut pas encourager ça. Mais il vaut mieux un jeune qui travaille, même s'il n'a pas un revenu extraordinaire, qu'un jeune qui ne travaille pas et qui dépend de l'État. Alors, ça dépend. Tout le monde ne dit pas ça. Alors, pour moi, c'est un poil plus. Non, mais c'est un peu plus complexe en vérité. Alors, allez-y. Sur l'histoire. D'abord, sur la question de l'entrepreneuriat. Oui. Je disais, ça a une place là, clairement. Vous avez raison, centrale. Ça devrait être partout dans toutes les villes populaires. Parce que effectivement, c'est une manière aussi de s'en sortir, de créer son histoire, et ça peut être des marques de vêtements, ça peut être du service à la personne, ça peut être. Enfin, bon, bref, il y a 1000 types d'entrepreneuriat dans les quartiers qui se développent. Donc ça, il faut suivre cela et l'encourager parce qu'effectivement, c'est structurant. Il faut que ce soit structurant. Il ne faut pas que ça remplace le salariat. Il ne faudrait pas qu'il y ait des auto-entrepreneurs qui, sous couvert de dire je suis auto-entrepreneur, fassent un boulot de salarié, mais sans pas les droits du salarié. Donc ça, c'est pas acceptable pour le coup. C'est ça que je dis. Il y a une limite par rapport à cela. En revanche, il y a d'autres. Il n'y a pas que l'entrepreneuriat. Il y a plein de gens dans les quartiers qui, c'est pas qu'ils n'ont pas envie de travailler. C'est qu'ils ne peuvent pas travailler pour différentes raisons. D'abord parce que vous avez beaucoup de familles monoparentales. Première chose. Donc déjà, il y a une organisation de la famille qui n'est pas exactement la même. Donc il y a des femmes, pour beaucoup, qui ont arrêté de travailler pour différentes raisons, mais qui vous disent aujourd'hui, moi je veux bien travailler. Donc on dit, vous voulez bien travailler? Ok, on va s'organiser. Donc par exemple, à Épinay-sous-Sénart, je cite l'exemple que je connais encore le mieux, on recherche là, on est en plein dedans, sur l'habilitation territoire zéro chômeur longue durée. Oui. C'est du travail à temps choisi pour des personnes qui sont éloignées de l'emploi sur des besoins de services qu'il manque sur la commune. C'est une vraie baston, c'est un truc énorme, ça fait 2 ans et demi qu'on est dessus, on n'est même pas sûr à la fin d'être habilité, mais en tout cas ça crée une forme de communauté de destin à l'intérieur de la ville. C'est-à-dire des femmes qui s'étaient, du coup, au-delà de la question du travail, du salaire, la valeur travail, elle est par contre le coup déterminante, et moi je crois beaucoup à la question de la valeur travail, bien sûr pour le salaire et pour l'émancipation, mais au-delà de ça, sur la place que les uns et les autres ont dans la société. Et aujourd'hui, vous avez des gens, on les appelle nous des volontaires engagés, qui nous disent, bon, on espère évidemment être habilités, c'est l'objectif, mais déjà le travail qu'on a fait nous a permis, nous, en tant que femmes, parce que c'est majoritairement des femmes, il y a 2 hommes, mais c'est majoritairement des femmes, nous a permis de reconnecter avec les habitants, de retrouver une utilité dans la ville aux yeux des habitants. Et rien que pour ça, déjà, rien que cette bataille-là, elle est énorme. Donc, on n'est pas sur l'entrepreneuriat, on est sur du salariat à temps choisi, parce qu'il y a des problématiques de mobilité. Alors, vous avez un métier... Après de discrimination, vous avez des CV malheureusement, dès l'instant où vous portez le nom d'une ville populaire ou un quartier populaire, votre CV, on est voté malgré vos compétences. Malgré vos compétences. Mais quand vous n'avez pas de bagnole, vous n'avez pas l'argent pour payer le contrôle technique et vous ne pouvez plus rouler avec la voiture et que vous n'avez plus de véhicule et que le boulot, il n'est pas accessible en RER, vous faites comment pour y aller au boulot? C'est pas que vous ne voulez pas y aller, c'est que vous ne pouvez pas y aller. Enfin, je veux dire, donc il y a cette question de gens qui sont éloignés de l'emploi dans nos quartiers. C'est pas par l'entrepreneuriat. En tout cas, auto-entrepreneuriat qu'ils y arriveront, c'est pas le sujet, et puis ils n'ont pas de velléité par rapport à ça. En revanche, ils veulent faire partie d'une communauté de destin, d'utilité, et on les a, ça existe. Donc il y a des choses, donc je le répète, ça s'appelle territoire zéro chômeur, longue durée, ça fonctionne. Ça fonctionne très bien dans de nombreuses communes. Et il faudrait vraiment que ce genre, et puis à la fin, c'est pour certains des allocataires du RSA qui touchent plus le RSA, mais du coup qui ont un salaire. Des gens qui touchaient le chômage, qui ne touchent plus le chômage parce qu'ils ont un salaire. Donc à la fin, tout le monde est gagnant. Tout le monde est gagnant. Donc il faudrait arriver à généraliser ce genre de choses. Mais soutenir l'entrepreneuriat. Damien Alouche, oui, cette violence. Vous-même, vous avez été pris à partie. Oui, vous avez été pris à partie par des habitants. Est-ce que vous avez été menacé, insulté? L'année dernière, il y avait un sujet sur les mini-motos qui me gonfle au dernier degré. Et comme je suis motard, il m'arrive de prendre ma moto et d'aller leur parler. Là, pour le coup, c'était pas des jeunes d'Épinay qui étaient sur des motos, c'est des jeunes qui venaient d'ailleurs. On s'est un peu chicané, Oui. Ouais. Et les rodéos dans votre commune, vous savez ça? Comme partout, ça c'est le marronnier de... le marronnier, mais c'est un marronnier qui est dangereux, qui perturbe complètement la vie de beaucoup de gens. Ça pourrit la vie, ça pourrit évidemment la vie des habitants.
Oui. Là, cette année, alors je touche du bois, il y a un peu moins de motos à Épinay-sous-Sénard, parce qu'il y a eu un travail aussi de fait en lien avec la police nationale, où on a récupéré depuis le début de l'année, alors pour Épinay, c'est pas mal, hein, on a récupéré entre, je crois, 6 ou 7 motos. Mais bon, destruction systématique, ça règle le problème. Sauf que derrière, oui, enfin sur le moment, est-ce que c'est la destruction systématique de? C'est pas que je suis contre de l'engin, je suis pas sûr que ça règle le problème, parce que ça va pas empêcher certains abrutis à reprendre ou aller voler une autre moto pour continuer à faire ce type. Et à chaque fois qu'on leur prendra, à chaque fois on détruira le véhicule. Non, mais là aussi, on casse, on chope, on casse. Terminé. Au bout d'un moment, ça va s'arrêter. Et donc du coup, il y a quand même un travail de fond pour expliquer pourquoi c'est dangereux. Mais quand on les, enfin moi je les vois, j'ai passé devant les habitants. Vous avez des gamins, des personnes âgées. Vous avez eu des morts déjà. Suivre ces individus pour aller. J'ai fait une campagne. Non, parce qu'à gauche. Vous savez, d'accord, mais moi je suis pour. Aux États-Unis, le drone est de droite. Le drone est de droite. Si ça vous savez, pour une raison bien simple. Je suis désolé, mais juste pour cette histoire de drone. Moi, pour le coup, le fait de poursuivre. Dans les rues à l'anglaise, c'est à l'anglaise. Je pense avec le fait de tamponner, extrêmement dangereux. Alors le tamponnage, ça peut être intéressant dans certains endroits, mais en quartier habité, etc., ça peut être ultra dangereux. Et la course poursuite, ça, on n'en veut pas parce qu'on sait très bien ce que ça peut. Voilà, ils sont pas malins sur le sol. Ils vont pas être plus intelligents. C'est le syndrome de Villiers-le-Bel. Mais pour le coup, le drone permet de suivre, savoir où c'est planqué et de venir intervenir. Parce que souvent ces bécanes-là tombent en panne assez vite. Donc il suffit qu'elles soient en panne. Déjà, il n'y a pas la course-poursuite. On prend la moto, etc. Donc oui, le drone. On fait des propositions alternatives. Et le drone n'est pas de droite. Un vilain jeu de mots avec. Et le drone n'est pas de droite. Bon, d'accord. Par exemple, pour les refus d'obtempérer.